La présidentielle de 2025 approche et la question de la liste électorale reste un sujet brûlant. Hier, la CEI a remis les listes provisoires aux partis politiques, mais des divergences persistent sur une éventuelle révision du scrutin, avant donc le scrutin. Ce mardi, nous faisons le point. Combien d'Ivoiriens ont pu s'inscrire? Combien ont été rejetés? Et pourquoi? Puis nous évoquerons le processus de contentieux et la suite du calendrier électoral. Bienvenue dans Ça fait l'actualité. Notre reporter Ahmed Traoré était donc hier dans les locaux de la CEI, la commission électorale indépendante, où il a pu assister à la remise officielle de la liste provisoire aux partis politiques. Ce lundi 17 mars 2025, la commission électorale indépendante a remis la liste électorale provisoire 2024-2025 aux différents partis politiques et aux organisations de la société civile. Cette liste compte 8 761 348 électeurs, dont 4 528 554 hommes et 4 232 794 femmes. La liste électorale provisoire sera affichée jusqu'au 21 mars 2025. Elle peut être également consultée sur le site internet de la CEI, www.cei.ci. À noter que l'affichage de la liste électorale provisoire permet à tout électeur et à tout membre de la CEI de procéder à des vérifications et de saisir l'institution s'il l'estime nécessaire. C'était donc un reportage d'Ahmed Traoré, comme je vous l'ai dit. Ahmed Traoré, notre reporter, donc, ici à la rédaction de RTI. Je suis donc avec M. Alain Dogou, deuxième vice-président de la CEI. M. Alain Dogou, bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, monsieur. D'accord. Combien d'Ivoiriens ont été enregistrés sur cette liste? Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous offrez à la commission électorale indépendante d'échanger avec les Ivoiriens. Après que nous ayons publié et affiché hier la liste électorale provisoire. Nous avons, et le reportage l'a indiqué, aujourd'hui 8 761 348 électeurs qui sont sur la liste électorale provisoire. Et ces électeurs-là ont été découpés par lieu d'enrôlement ou lieu de vote. Et depuis hier, nous avons affiché cette liste électorale provisoire dans les 12 089 lieux de vote où ils peuvent être consultés par les citoyens, par les électeurs. Ils peuvent aussi être consultés sur le site internet de la CEI et puis ils peuvent être consultés par SMS en tapant une syntaxe dièse 919 dièse. Alors, vous avez, ça fait 8 millions et quelques, hein, vous venez de le dire. Combien d'Ivoiriens vous avez reçus? Combien ont été rejetés et pourquoi? Merci. Alors, nous avons ouvert nos centres d'enrôlement en octobre et novembre 2024 et nous avons reçu près de 1 400 000 électeurs qui se sont présentés, parmi lesquels les primo-votants, ceux qui viennent voter pour la première fois, et puis les anciens qui viennent changer de lieu de vote ou mettre à jour certaines de leurs mentions personnelles. Et à l'issue du traitement, nous avons rejeté près de 56 000 électeurs, dont nous n'avons pas pris en compte leur demande de figurer sur les électorats provisoires. Généralement, pourquoi ces 56 000 ont été retirés? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a deux catégories d'électeurs. La catégorie 1, ce sont les anciens électeurs. Et la catégorie 2, c'est les nouveaux électeurs qui n'ont jamais voté. Et il y a eu plusieurs situations. Lorsque nous faisons le traitement, nous recherchons d'abord les doublons dans chaque catégorie. Et dans la recherche de doublons, nous trouvons que des personnes de la catégorie numéro 1 se sont fait enrôler dans plusieurs localités. Mais quand vous venez dans plusieurs localités, dans nos statistiques, on vous prend plusieurs fois. Mais dans le traitement, on vous retient une seule fois. Et pour ces personnes, ces catégories-là, quand vous êtes de la catégorie numéro 1,
et que vous faites faire enrôler une fois, 2 fois, 3 fois, on vous retient dans votre dernier enrôlement. Parce qu'il y a eu quelques mouvements de population en ce qui concerne les travailleurs. Quelqu'un s'est fait enrôler ici, après il a été affecté ailleurs. Donc quand vous êtes un ancien, on vous retient dans votre dernier enrôlement. Mais si vous êtes un primo-votant et que vous faites enrôler plusieurs fois, on vous retient dans le premier choix. Donc il y a eu 44 000 primo-votants qu'on a trouvé qui se sont fait enrôler. Le premier, c'est celui qui s'est enrôlé 28 fois. Il y en a 14 fois, 17 fois, mais on vous retiendra une seule fois. Donc c'est vraiment les premiers qui sont nombreux à être rejetés. Ce sont les personnes, en réalité, elles figureront une seule fois sur la liste électorale. Et puis il y a la catégorie des personnes qui n'ont pas été prises en compte. Il y en a, ils ne sont pas beaucoup, ils sont au moins 1186 qui se sont fait enrôler en dehors des heures et des jours d'enrôlement. L'enrôlement, c'est de 8h à 17h. Si vous faites enrôler après 17h... Comment ils peuvent se faire enrôler, Monsieur le Vice-président? Comment ils peuvent se faire enrôler si vos agents ne sont plus là? Non, nous constatons. Vous savez, nos tablettes biométriques sont géolocalisables. Donc, avec la latitude et la longitude, on sait le jour, l'heure et le lieu où cette tablette a procédé à un enrôlement. C'est ce que je dis. Et donc, nous, les tablettes restent avec les agents. Donc, si un agent, pour une raison ou une autre, se fait circonvenir et enrôle une personne, cette personne a certainement s'est fait enrôler, mais dans le traitement, nous la rejetons. Parce que ça a été fait hors des heures. Hors des heures. Et les lundis étaient les jours fériés. Certains se sont fait enrôler les lundis. Tous ceux qui se sont fait enrôler un lundi, qui est un jour qui n'est pas un jour ouvrable pour l'enrôlement, nous rejetons. Et puis, il y a eu des personnes qui sont décédées. Près de 20 000 personnes qu'on a sorties de la liste électorale parce qu'elles sont décédées, de la liste que nous avons reçue du ministère de l'Intérieur, et puis des personnes qui ont été déchues de leurs droits civils et politiques qui sont sorties. Donc, quand on a fait tout ce traitement, à la fois alphanumérique, nom et prénom et biométrique, il est resté 8 761 341 électeurs. Moins donc 56 000 qui sont donc sortis. C'est une évolution. Nous étions à 8 012 000 électeurs sur la liste électorale provisoire. Maintenant, on est à 8 761 000. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que cette révision a permis de refléter fidèlement le corps électoral ivoirien? Refléter le corps. Qu'est-ce que vous entendez par refléter le corps électoral ivoirien? Est-ce que le nombre d'électeurs qui puissent exister en Côte d'Ivoire à ce jour, 2025, est-ce que vous pensez que les 8 millions qui sont dessus reflètent à peu près ce nombre? Non, il y a que le dernier recensement général de la population d'habitation indique qu'il y a 29 millions de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a 22,5% d'étrangers. Et quand vous voyez qu'il y a 45% d'Ivoiriens qui ont moins de 18 ans, donc dans la projection statistique de 2,5% de la population, nous avons aujourd'hui 2,5 à 13 millions d'électeurs potentiels. C'est-à-dire les Ivoiriens qui ont plus de 18 ans sont 12,5 millions ou 13 millions. Donc nous avons trouvé 8 600 000. Nous pensons que c'est ceux qui se sont présentés dans nos centres d'enrôlement que nous avons pris. Puisque vous savez bien que le code électoral dit que l'Ivoirien muni de la pièce s'inscrit dans la circonscription électorale de son choix. Donc nous n'avons pas de possibilité de capter quelqu'un qui ne vient pas se présenter. D'accord, justement. Ceux qui se présentent dans vos centres d'enrôlement, ce sont ceux-là que vous prenez en compte. Exactement. Il y en a qui trouvent qu'ils ne se sont jamais présentés, pourtant, qui ne se sont jamais présentés dans aucun centre d'enrôlement, jamais de leur vie, et pourtant, ils sont inscrits sur la liste électorale. Comment vous expliquez cela? Oui, nous avons déjà perçu ce phénomène ou cette situation au moment de l'enrôlement. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des personnes qui faisaient des témoignages en disant qu'elles n'ont jamais voté, et puis elles vont se faire enrôler, et puis la CEI leur dit « Non, vous êtes déjà électeur, vous votez déjà ». Mais en réalité, de quoi s'agit-il? Souvenez-vous qu'en 2008 et en 2009, il y a eu ce qu'on appelait l'inscription à titre exceptionnel.
C'est-à-dire que l'ONI, Office national d'identification, et la CEI s'étaient mis ensemble pour faire ce qu'on appelait la concomitance de l'identification et du recensement électoral. Donc, dans chaque centre d'enrôlement, il y avait 2 agents de l'ONI et 2 agents de la CEI et un opérateur tablette. À l'époque, c'était l'opérateur Morpho. Donc, celui qui vient dans le centre d'enrôlement pour une carte d'identité, il passait devant les 2 agents de l'ONI et puis après, il passait devant les 2 agents de la CEI. S'il est éligible à la carte nationale d'identité, alors on lui produisait une carte nationale d'identité. Et s'il avait plus de 18 ans, on lui produisait une carte d'électeur. Dans le cas d'espèce, la plupart des personnes, à l'époque, avaient retiré leur carte nationale d'identité, mais n'ont jamais retiré leur carte d'électeur. Donc, quand ils se présentaient pour dire « je n'ai jamais voté », oui, c'est vrai, vous n'avez jamais voté. Mais sauf que vous êtes sur le fichier électoral, parce que le processus que je viens de décrire était supervisé par une commission nationale de supervision de l'identification. Et donc, c'est ce qui fait que tous ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais voté, oui, ils n'ont peut-être jamais voté, mais ils sont connus sur la liste électorale par leur nom, leur prénom, donc leur caractère alphanumérique, et puis ils sont connus par leur tablette, par leurs empreintes digitales, qui permettent de les retrouver. Et généralement, on affiche, quand ils se plaignent beaucoup, on leur présente leur carte d'identité jaune à l'époque, pour dire, voici cette carte d'identité. Et c'est la même photo qui est sur la carte d'identité jaune qui est sur la liste électorale et qui est sur la carte d'électeur. Donc nous ne prenons pas un électeur quelque part tant qu'il ne se soit présenté dans nos centres d'enrôlement. Voilà donc qui justifie, selon le vice-président de la CEI. L'opposition, elle demande un audit international de ce fichier électoral-là. Est-ce que vous, CEI, vous êtes ouvert à cette idée? Merci beaucoup. L'audit international, c'est une requête qui revient chaque année lorsqu'on parle d'enrôlement. Mais nous, commission électorale, nous avons prêté serment pour respecter la loi portant code électoral, la Constitution et tous les textes subséquents qui organisent les élections. La loi indique que l'électeur se présente dans la circonscription électorale de son choix. Ensuite, le code électoral dit, dans les dispositions pertinentes, que la révision se fait chaque année. Et l'article 11 du code dit, dans tous les cas, s'il y a une élection, vous avez l'obligation absolue de publier la liste électorale provisoire 3 mois au plus tard avant les élections pour que cette liste soit affichée, que tous les électeurs viennent faire leurs observations, viennent faire leurs réclamations. Donc il y a un contrôle populaire de tous les électeurs pour regarder si cette liste-là comporte des incongruités. Et puis après, si la CEI ne fait pas droit à votre requête, il y a un troisième contrôle, c'est le juge, que vous pouvez saisir. Donc, les procédures d'audit interne de la liste électorale sont conçues et sont prévues par le code électoral. L'audit international peut être fait. Nous avons remis hier à chaque parti politique de Côte d'Ivoire et à chaque organisation à sécurité civile la liste électorale provisoire que nous avons affichée sur support numérique. Chaque parti politique, chaque structure peut l'auditer et venir dans les lieux de réclamations, faire ces réclamations. Sinon, nous savons très bien que la liste électorale est le résultat de toutes les listes électorales antérieures où les personnes se sont inscrites sur la base à la fois de la loi et des accords politiques. Donc, quand on demande l'audit, nous sommes d'accord que la liste peut être auditée. Mais ne demandez pas à la CEI qui organise les élections, qui organise la liste électorale, de l'auditer. Après, vous allez la mettre en cause, la remettre en cause l'audit. Donc, elle peut être auditée. Nous sommes preneurs. Mais pour le moment, nous, c'est l'audit prévu. C'est-à-dire l'opposition elle-même. L'audit prévu par la loi électorale que nous faisons actuellement. Et c'est pour ça que nous avons publié cette liste dans les 12 000 lieux pour que tout Ivoirien électeur puisse la contester relativement à la loi. Donc l'opposition elle-même peut demander cet audit. Mais vous êtes ouvert à ça? Absolument. D'accord. Ce n'est pas un document que nous avons, que nous ne donnons pas à quelqu'un. Ils ont reçu la liste hier. C'est la même liste qu'ils ont reçue que nous-mêmes nous avons. Donc ils peuvent l'auditer, la contester. D'accord. Et de toute façon, ils la contestent, vous le savez bien. Oui, non, mais ils ne la contestent pas sur les réseaux sociaux ou à coup des meetings politiques.
les moyens et les modes de contestation sont prévus par la loi. Ce sont lesquels? Mais c'est pour ça que nous avons indiqué aux partis politiques hier, qui sont nos partenaires, qu'aujourd'hui, la loi leur offre la possibilité de contester. S'il s'agit de la loi portant code électoral, en article 12 dit « Tout électeur peut contester l'inscription d'un électeur indûment inscrit. Tout électeur peut demander la radiation d'un électeur, peut demander qu'on inscrive quelqu'un qui remplit les conditions, qui s'est fait recenser et qui ne retrouve pas sur la liste électorale. Peut demander qu'on radie quelqu'un qui a été déchu de ses droits civils et politiques. Peut demander qu'on puisse radier un étranger qui n'a pas fait les 5 ans quand il est devenu naturalisé ivoirien. Donc les modes de contestation sont prévus par la loi. Et c'est pour ça que nous ouvrirons à partir du 22 mars l'ensemble de nos lieux qui sont nos sièges de commission électorale pour recevoir pendant 15 jours toutes les réclamations sur la liste électorale. D'accord, nous allons y revenir. Ce sera le deuxième axe de notre émission. Et vous parlez donc de radiation, mais c'est quoi les mécanismes, monsieur le vice-président, qui sont mis en place justement pour éviter des radiations arbitraires, par exemple? Il n'y a pas de radiation arbitraire en réalité. C'est la loi portant code électoral qui indique que l'actualisation consiste à inscrire les nouveaux majeurs, à sortir les personnes décédées, à sortir les personnes à qui les tribunaux ont déchu de leurs droits civils et politiques, et à rectifier les mentions personnelles, nom et prénom, date de naissance, là où il y a des erreurs. Donc, il n'y a pas un Ivoirien qui remplit les conditions que nous sortons sans preuve. Nous écrivons, quand il y a une révision, au ministère de l'Intérieur pour nous donner la liste des personnes décédées. Et le ministère de l'Intérieur écrit à tous les sous-préfets, à tous les maires, et il compulse les registres d'état civil, et on nous donne la liste des personnes décédées. Sur la base de ça, nous sortons ces personnes décédées. Nous écrivons au ministère de la Justice pour nous donner la liste des personnalités ou des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Et on nous donne la liste et nous les sortons. Et nous publions la liste électorale avec les personnes sorties dedans et nous remettons à nos commissions locales une liste des rejets. Donc quand vous êtes inscrit et que vous ne voyez pas votre nom alors que vous pensez que vous remplissez les conditions pour figurer sur la liste électorale provisoire, vous venez au siège de la commission pour demander pourquoi mon nom ne figure pas. Et on vous donne les explications. Si l'explication ne vous agrée pas, vous avez la possibilité de faire une réclamation devant cette commission locale. Et vous avez 15 jours pour cela. D'accord. Donc personne n'est sorti de la liste électorale sans preuve. On va être un petit peu pragmatique. Hein. On va prendre 2 petits exemples. Pourquoi ils ne sont pas sur la liste, M. Charles Blé Goudé, par exemple, et l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo? Mais nous n'avons pas... on ne recherche pas les gens par leur nom ou par le fait qu'ils soient des personnalités. Nous recevons du ministère de la Justice la liste des personnalités, des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. C'est-à-dire, les tribunaux ivoiriens rendent des décisions de justice et conformément à la loi portant code électoral, lorsque vous avez commis un certain nombre de délits, automatiquement, ça vous empêche d'être électeur quand vous êtes condamné durant le temps de la condamnation. Donc, c'est la liste que nous recevons qui nous permet de sortir ces personnes-là. Mais ces personnes, une fois qu'elles sont sorties et qu'elles ne sont pas sur la liste électorale provisoire, et je le disais tantôt, elles ont la latitude de se présenter devant la commission électorale de leur lieu de recensement pour contester le fait qu'elles soient sorties. Et si la CEI reste dans ce qu'elle a décidé, à savoir que relativement à la liste qu'elle a reçue, vous ne figurez pas, ces personnes-là ont la possibilité de saisir le tribunal territorialement compétent. Et la décision du juge est sans appel. Donc, si on nous demande de les intégrer, nous les réintégrons. Si on nous demande de ne pas les réintégrer, nous les laissons là où elles sont. D'accord. Par rapport au cas pratique, hein, ouais. Vous avez bien compris. C'est cela. Merci. C'est cela. On l'a compris. Après l'affichage de la liste provisoire, quelqu'un n'est pas d'accord,
peut aller vous voir, vous allez lui expliquer pourquoi vous l'avez sorti de la liste électorale. Et s'il n'est toujours pas d'accord, il se réfère à la justice. Non, quand il n'est pas d'accord, il fait maintenant... Quand il est sorti, on a un livre des régions, on dit, on t'a rejeté parce que tu t'es fait enrôler 14 fois. C'est ça. Donc, vous lui expliquez pourquoi. S'il n'est pas d'accord, alors il fait une réclamation. D'accord. Et tous ceux contre qui ou pour qui il y a des réclamations, ça ne s'arrête pas là. Il y a des jours où nous prenons des observations sur les réclamations. Très bien. Voilà. On va y revenir plus en détail. On va rappeler la syntaxe pour que chacun d'entre nous puisse vérifier s'il est inscrit ou non sur la liste électorale. Vous avez dit dièse. 919 dièse. Et on tape le nom et... Alors, quand vous faites dièse 919 dièse, vous avez 3 possibilités. Si vous êtes un nouveau inscrit, ou vous êtes fait enrôler en novembre ou en octobre 2024, et si vous avez votre numéro de formulaire, on vous demandera de renseigner le numéro de formulaire. Si vous n'avez pas le numéro de formulaire, que vous êtes un ancien électeur, on vous demandera de faire rentrer le numéro de votre carte d'électeur. Si vous ne l'avez pas, vous avez une 3e possibilité, on vous demandera votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Une fois que vous faites rentrer le nom, prénom, date de naissance et vous cliquez, vous avez accès à la plateforme qui vous donne donc le masque de votre carte d'électeur avec votre nom, votre prénom et votre numéro d'électeur et puis le lieu où vous votez. D'accord. La liste électorale a donc été publiée effectivement depuis hier lundi. La phase du contentieux va s'ouvrir le 22 mars prochain. Justement, on va retourner dans les rues d'Abidjan pour savoir ce qu'entendent les populations par contentieux électoral. Puis on reviendra pour que le vice-président Alain Dogu nous en donne la définition exacte. On y va donc, Siaka Kone. C'est pour voir réellement ce qui est net, ce qui est fait. Au fait, sur les noms, c'est une vérification peut-être totale que je pense bien. Le contentieux électoral, pour ma part, c'est un litige qui a trait aux élections. Il peut venir juste avant les élections ou après les élections. Voilà, si vous voulez, c'est un conflit qui est en rapport avec les élections. Le contentieux électoral, je peux dire carrément que c'est les petits détails au niveau du code électoral. Comment faciliter la tâche à certaines personnes de voter. Et faire aussi comprendre aussi à la population comment voter et comment s'y prendre aussi dans le déroulé du vote. Pour moi, contentieux électoral, c'est un désaccord entre 2 parties qui ne s'entendent pas sur des données bien précises. Alors voilà, Monsieur le vice-président Alain Dogu, vous avez écouté, les Ivoiriens ne savent pas beaucoup ce que c'est que le contentieux électoral. Définissez-nous ce groupe de mots. Mais merci beaucoup. La loi portant code électoral, à son article 12, indique que la liste électorale est affichée au plus tard 3 mois avant les élections pour que les Ivoiriens qui sont électeurs puissent aller vérifier leurs mentions. Et si ces mentions ne correspondent pas à ce qui est sur les documents administratifs, ils peuvent faire des recours. C'est même loi qui dit qu'il y a 3 types de contentieux. Le contentieux en inscription, le contentieux en radiation et le contentieux en rectification de mentions personnelles. Le contentieux en inscription, vous vous êtes fait enrôler, vous ne voyez pas votre nom sur la liste électorale provisoire. Vous pouvez venir pour réclamer votre inscription. Mais quelqu'un d'autre constate que vous êtes fait enrôler et votre nom ne figure pas alors que cette personne pense que vous remplissez les conditions. Cette personne vient devant la CEI et dit il faut inscrire M. Hamza. Voici les éléments qui prouvent que M. Hamza doit être sur la liste électorale. Il s'est fait enrôler. C'est un contentieux en inscription. Vous avez compris. Ensuite, il y a le contentieux en radiation. Toutes les personnes décédées, nous avions demandé à tous les Ivoiriens qui se plaignent parce qu'il y a plusieurs morts sur la liste électorale pendant la phase de l'enrôlement, qu'elles pouvaient venir dans les lieux d'enrôlement avec les documents qui justifient le décès de leurs parents, notamment l'acte de décès, pour qu'on les sorte de la liste électorale. Pendant le contentieux aussi, cette possibilité est offerte à tout citoyen qui a un parent décédé et qui est électeur.
Donc ça, c'est le contentieux en radiation, c'est-à-dire des personnes décédées. Et puis le contentieux en radiation des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Et le contentieux en radiation des naturalisés qui n'ont pas fini leur période probatoire de 5 ans pour être électeurs. Enfin, il y a le contentieux de la rectification des mentions personnelles. Ce sont des illégalités que vous constatez sur la liste électorale. Quand vous allez la vérifier, vous constatez que votre nom est mal écrit. Je m'appelle Dogou. C'est marqué Dogou sur ma carte d'identité, mais c'est marqué Dagou sur la liste électorale. Vous venez avec vos cartes d'identité et on corrige la mention. C'est sur le contentieux en rectification. Vous avez demandé à ce que le nom de votre mari, parce que vous êtes marié maintenant, soit sur la liste électorale, comme ça figure sur votre carte d'identité, ce n'est pas pris en compte. Et donc, c'est la partie où tous les citoyens électeurs, pour être éligibles au contentieux, il faut qu'on soit inscrit dans la circonscription pour laquelle on demande une inscription ou une radiation. Pour les rectifications de mentions personnelles et les omissions, l'intéressé lui-même doit venir. C'est-à-dire, c'est M. Hamza qui doit venir pour dire, moi, il faut corriger mon nom. Moi, M. Dogou, je ne peux pas dire, corriger le nom de M. Hamza, je le connais, il s'appelle Hamza avec 2 Z. Non. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est tout cela que nous avons expliqué aux partis politiques en Côte d'Ivoire. Nos commissaires, comme moi, ont parcouru et parcourent encore toutes les régions et tous les départements de Côte d'Ivoire. Nous demandons au corps préfectoral de convoquer ou de convier les corps constitués des localités à des séances de sensibilisation pour que nous puissions expliquer en quoi consiste le contentieux pour lequel beaucoup d'Ivoiriens ont des problèmes de définition étymologique. D'accord. Alors, on est à l'étape de l'affichage électoral, l'affichage de la liste électorale. Après, on va en venir à la réclamation, à l'étape des réclamations, à partir du 22 mars. 22 mars, vous avez dit, et le contentieux administratif, qui, lui, est totalement différent du contentieux judiciaire. Absolument. Qui lui, est exécutoire. Après, l'autre étape, c'est quoi? C'est l'observation? Non, vous êtes allé vite. Le contentieux administratif, c'est-à-dire le recours devant la commission électorale. Bien sûr. Une fois qu'il est fini, nous affichons le résultat. Les Ivoiriens qui sont venus faire des réclamations doivent aller dans les lieux où ils ont fait ces réclamations pour voir quelle a été la décision, la CEI réservée à cette réclamation. Si la CEI a fait droit à leur requête, le débat est fini, le contentieux est fini. Il s'agit là du contentieux administratif. On a fini. Si la CEI n'a pas fait droit à leur requête et qu'ils sont convaincus qu'ils doivent figurer sur la liste électorale, alors ils doivent saisir le juge. Et il faut savoir qu'ils ont 3 jours pour saisir le juge à partir de la notification. C'est-à-dire, la CEI doit notifier à tout Ivoirien qui s'est plaint et qui n'est pas d'accord avec la décision, lui notifier la décision pour dire nous ne sommes pas d'accord, vous avez été rejeté, votre requête est rejetée. Et c'est au vu de la décision notifiée que les citoyens ivoiriens, selon la loi, a 3 jours pour saisir le juge de sa localité, qui lui a un délai de 5 jours pour rendre sa décision. Laquelle décision est sans recours. Exécutoire. Exécutoire. D'accord. Et ensuite, l'autre étape, c'est laquelle? Alors, une fois que nous avons pris en compte... Alors, ce qu'il est bon d'indiquer, ce que je dis ici se fait en même temps dans tous les pays où les Ivoiriens doivent voter. C'est ça. Dans les 19 pays, ça se fait en même temps. Et pour ceux qui sont à l'étranger, c'est le juge du tribunal du plateau qui est compétent pour recevoir les requêtes pour le contentieux judiciaire. Donc, nous prenons en compte tous les résultats du contentieux administratif, c'est-à-dire devant la CEI. Nous prenons en compte les résultats du contentieux judiciaire devant toutes les juridictions et nous faisons un nouveau traitement qui va nous permettre d'arrêter autour du 20 juin la liste électorale définitive. Et c'est à partir de la liste électorale définitive que nous allons produire des cartes d'électeurs pour les 8 761 348 personnes. C'est-à-dire même pour les anciens. Même les anciens électeurs et les anciennes cartes d'électeurs, il faut les ranger. Elles ne seront plus valables. Pourquoi? Les cartes sont produites pour un cycle électoral. Et le cycle électoral 2020-2025 a pris fin.
nous allons commencer un nouveau cycle électoral 2025-2030 et nous produirons les cartes d'électeurs pour tous les électeurs. Et qui seront distribuées quand? Alors, la loi dit qu'elles seront distribuées dans la date proposée par la commission. Ça veut dire quoi? Nous comptons distribuer ces cartes d'électeurs courant septembre et début octobre, de telle sorte que tous les Ivoiriens se rendent dans les lieux où ils ont l'habitude de voter, ou le lieu où actuellement leur nom est affiché. C'est là-bas que nous prendrons des agents pendant des semaines pour pouvoir retirer les cartes d'électeurs. Et l'opposition qui redoute que cette distribution de cartes soit manipulée exige que le processus soit suivi. Mais de façon indépendante. Tout ce que nous faisons est suivi. De façon indépendante? Non, je veux dire que c'est la loi qui nous dit, la loi qui nous crée, nous donne 24 attributions, parmi lesquelles l'accréditation des observateurs nationaux comme étrangers. Donc, nous avons des observateurs nationaux qui, depuis que nous avons commencé, suivent le processus. Nous avons des observateurs internationaux et nous avons des représentations diplomatiques ou consulaires qui suivent le processus et qui font des déclarations et qui nous interpellent quand nous avons des manquements. Nous, la loi dit que nos décisions sont des décisions administratives qui sont susceptibles de recours. Donc, si même il arrivait qu'on se trompe, il revient au juge qui est saisi de nous ramener et de nous corriger et de prendre une décision qui est exécutoire. C'est pour ça que nous sommes très à l'aise lorsque nous faisons cette opération, parce que nous faisons cette opération de bonne foi en estimant qu'elle s'est faite selon l'orthodoxie et qui est prévue par les textes. Monsieur le vice-président, y aura-t-il une révision de la liste électorale en 2025? Oui, nous avons fait la révision avant la présidentielle 2024-2025. Il est envisagé une révision de la liste électorale 2025-2026. Avant la présidentielle? Non, il n'est pas prévu une révision avant la présidentielle parce que nous allons servir aux partis politiques la liste électorale définitive à partir du 20 juin pour que ces partis aient au moins 60 jours, 2 mois pour collecter les parrains. La dernière fois, ils avaient eu 45 jours pour collecter les parrains, c'est-à-dire la collecte des parrains avait commencé le même jour qu'on dépose les candidatures. Cette fois-ci, les partis politiques ont souhaité avoir la liste électorale définitive un peu plus tôt, et un peu plus tôt, c'est 15 jours. Mais ce sont les mêmes partis politiques qui disent qu'ils veulent une révision de la liste électorale avant et que ce traitement dont vous parlez aurait dû se faire beaucoup plus tôt. Non, il faut peut-être parler de certains partis politiques. Certains partis politiques de l'opposition. Oui. Les partis politiques, il faut les comprendre, ont des réalités internes liées à leur propre pesanteur. Mais nous, nous avons des délais légaux et des délais techniques. Donc, le traitement dont je vous ai parlé, pour sortir 56 000 électeurs, à partir de leur nom et prénom, ce n'est peut-être pas un problème. Mais quand il faut sortir 56 000 électeurs pour retrouver ceux qui se sont fait enrôler plusieurs fois à partir de leurs empreintes digitales, c'est-à-dire votre doigt, M. Hamza, si vous êtes fait enrôler, on le recherche parmi les 10 doigts des 8 millions d'électeurs qui sont déjà inscrits. Ce processus prend du temps. Mais il n'y a pas pour éviter qu'il y ait une personne 2 fois sur la liste électorale. À l'époque, dans la loi portant code électoral de 2000, cette loi qui avait été votée par référendum, il n'y avait pas les empreintes digitales des 10 doigts. Mais c'est les populations, les politiques et le législateur a dit il faut les empreintes digitales des 10 doigts. Pour éviter qu'il y ait des doublons alphanumériques, souvent on dit ils ont même père, même mère, ils ont 50 mamans, tout ça. Non. Pour l'empreinte digitale, il y a une seule personne inscrite une seule fois sur la liste électorale. Justement, Monsieur le Vice-président, et c'est ça qui prend le temps. Quand on sait que ça va prendre du temps, pourquoi avoir attendu fin 2024 pour démarrer un processus qui va durer longtemps et qui ne pourra pas être relancé avant la présidentielle? Non, M. Hamza, la commission électorale n'a pas fait un chronogramme ex nihilo. La commission électorale tient compte des délais techniques et des délais légaux. La liste électorale provisoire, elle est publiée au plus tard, 3 mois avant le scrutin, selon la loi. Article 11 du Code électoral. Mais l'article 52 du Code électoral dit que les candidatures sont reçues
elle expire 60 jours avant le scrutin. Donc, quand vous avez des candidatures qui expirent 60 jours avant le scrutin, et que le scrutin est le 25 octobre, ça veut dire le dernier jour de dépôt de candidature, c'est le 25 août. Alors, quand les gens demandent une liste électorale définitive pour collecter les parrains, donc vous faites les calculs. Et nous comptions leur donner la liste électorale définitive au plus tôt, c'est-à-dire en mars, pour leur permettre d'avoir suffisamment de temps, conformément à leurs propres préoccupations évoquées devant la commission électorale. Et c'est pour ça que nous avions envisagé de faire l'enrôlement en juillet, pour leur donner la liste électorale définitive en mars. C'est lorsqu'ils nous ont demandé de leur donner le temps pour que les militants aillent faire les pièces d'identité, pour sensibiliser les militants à faire les pièces, que nous sommes partis en septembre puis en octobre. Mais en même temps, nous avons dans ces conditions, on ne vous donnera plus la définitive en mars, mais c'est la provisoire qu'on vous donnera en mars. Et ça, vous étiez tous d'accord là-dessus? Ah oui, tout le monde. Oui, je le dis et je le répète. Ce n'est pas un accord écrit comme les gens disent, non. Quand vous allez à un atelier, M. Hamza, qui porte sur l'évaluation des résultats du dialogue politique, et que le premier thème porte sur l'évaluation du système du parrainage, et qu'on vient vous faire un exposé sur le système du parrainage qui venait d'être expérimenté en Côte d'Ivoire pour la première fois, et que vous allez nous rappeler... Et que vous partez en atelier, tous les séminaristes, 21 partis politiques, 26 partis politiques, Organisation de la société civile et tous les partenaires PNUD, Union européenne, EISA, NDA, AIFS et tout Kanti, et que dans ces ateliers-là, le thème porte sur une recommandation consensuelle du système de parrainage. Et que là-bas, les gens font, entre griffes, des observations qui sont justes vis-à-vis de la commission électorale. Vous nous avez donné une liste électorale provisoire. Nous avions collecté des parrains sur la liste électorale provisoire, conformément au décret du 13 juillet 2020. Et vous avez fait les recherches pour valider nos candidatures et les rejeter sur une liste définitive que nous n'avions pas. Résultat, vous nous avez éliminé des élections, donc donnez-nous une liste électorale définitive. Pour que quand on collecte un parrain pour une région, au traitement, ils ne sortent pas. Mais ce sont des revendications, des observations légitimes. Et nous, nous sommes preneurs parce que nous organisons le scrutin pour eux. Et c'est la mise en œuvre de cette recommandation majeure que nous avons prise en compte dans la conception du chronogramme que nous sommes en train de dérouler. Ce n'est pas un accord écrit où il y a eu des signatures Il y a eu des signatures de l'atelier. Quand vous allez à un atelier, à la fin de l'atelier, on produit ce qu'on appelle les actes de l'atelier. Et les actes de l'atelier prennent en compte l'ensemble des recommandations majeures. Donc, ce sont des recommandations majeures. Et ça en faisait partie. Les recommandations à l'attention de la CEI. Le gouvernement avait ses recommandations. Les partis politiques eux-mêmes, il y a des recommandations qui ont été formulées à leur rencontre. Mais pour la CEI, il y avait une série de recommandations et celle-là, nous l'avons jugée pertinente. Et ces partis politiques avaient raison. Mais je vais vous faire une confidence. La loi qui permet d'être candidat à une élection. Mais la loi dit, voici les pièces qu'il faut pour être candidat à une élection. Et parmi les pièces, il y a la lettre d'investiture du parti et des groupements politiques qui ont parrainé la candidature, le cas échéant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des candidats qui ne soient pas parrainés ou qui n'aient pas de lettre d'investiture d'un parti politique. Est-ce que ces candidats indépendants, vous les entendez? Non. Parce qu'ils n'ont pas de parti politique, ils attendent l'ouverture des campagnes. Alors pour le moment, c'est comme si on organisait les élections pour les partis politiques. Non, tout Ivoirien qui remplit les conditions peut être candidat à l'élection du président de la République. Et expliquez-nous l'histoire de la révision de la liste électorale qui aurait été décidée désormais tous les 2 ans au lieu de se faire chaque année. Un accord, est-ce qu'il aurait été écrit entre vous, CEI, et les différents partis politiques également? Non, il n'y a pas d'accord écrit. Cette recommandation a été formulée à l'attention du gouvernement. Par la CEI? Non, pas par la CEI. C'est dans le cadre de cet atelier
Le même atelier. Le même atelier de Bassam qui s'est déroulé en 2022, où il y avait des recommandations à l'endroit du gouvernement. Et puisque c'est le gouvernement à l'initiative de la loi, concomitamment avec les parlementaires, donc au gouvernement proposer la révision tous les 2 ans. Mais ça, c'est une recommandation du gouvernement. Est-ce que ça a été acté? Non, parce que la loi portant code électoral n'a pas été modifiée. Donc, pour le moment, nous sommes sur l'actualisation annuelle qui est dans la loi électorale. Alors, ils sont nombreux, ces partis politiques, quelques-uns en tout cas, qui estiment qu'ils ont encore des électeurs en stock, qui avaient fait des demandes de certificat de nationalité pour s'inscrire sur la liste électorale, lesquels certificats n'ont pas pu leur être délivrés avant la révision de la liste électorale, d'où leur préoccupation qui semble assez légitime vu qu'on part à une élection. Ils exigent, ils demandent que cela puisse être pris en compte. Merci, M. Hamza. Il est bon de situer les responsabilités. Quand vous mettez votre enfant au monde, vous avez l'obligation de déclarer sa naissance. Vous avez 3 mois pour déclarer sa naissance. Si vous ne l'avez pas fait, vous faites un jugement supplétif qui supplée l'acte de naissance. Quand vous êtes âgé de 16 ans, selon la loi en Côte d'Ivoire, vous avez l'obligation d'avoir une carte nationale d'identité. Et c'est pour ça que l'électeur, celui qui vient s'inscrire, il doit avoir 18 ans et il doit être muni de la carte nationale d'identité qu'il devrait avoir déjà depuis l'âge de 16 ans. Quel est le constat? C'est que la plupart des Ivoiriens ne vont pas produire, ne vont pas demander une carte nationale d'identité. Lorsque la CEI ouvre la période de l'enrôlement, c'est à ce moment-là où les partis politiques ou ceux qui ont des intentions de candidature vont vers les citoyens pour dire on va vous aider à faire établir vos pièces. Et le gouvernement fait droit à l'air requête souvent et le gouvernement dispense des droits, des taxes à ces pièces. Donc, le constat que certains partis ont fait et que certains nous ont écrit, nous le dit, que les documents n'ont pas été produits à temps jusqu'à ce que l'enrôlement prenne fin. Non. À la demande des partis politiques, nous avons prorogé l'enrôlement d'1 semaine. Peut-être que les gens ne s'en souviennent plus. L'enrôlement, au départ, c'était prévu pour 3 semaines. Lorsqu'ils nous ont dit il y a beaucoup de pièces qui n'ont pas été produites par les tribunaux, il y a eu une prolongation d'1 semaine. Et M. Hamza, au moment où on prorogeait, il n'y avait aucun électeur devant nos centres d'enrôlement. Devant les centres d'enrôlement? Nous avons fermé le centre d'enrôlement avec 0 personne. Je vais dire, nous avions 12 000 centres d'enrôlement. Peut-être parce que la semaine que vous avez ajoutée n'a pas suffi, mais eux, ils ne parlent même plus de cette révision qui est terminée, qui est en train de s'achever. Ils parlent d'une autre révision, telle que c'est inscrit, que la révision doit se faire tous les ans. Eux, ils veulent participer à la présidentielle et ils demandent qu'une révision soit faite avec eux, leur stock d'électeurs qui désormais ont leurs documents officiels. Monsieur Hamza, qu'est-ce qu'on révise? On révise quelque chose qui est. Et la liste électorale que la commission électorale est en train de réviser, c'est la liste électorale de 2023, qui a servi aux élections municipales et régionales. Cette liste électorale dans le calendrier que je viens de vous donner va être publiée, elle va être définitive le 20 juin. Le problème, c'est quand elle est définitive qu'on peut chercher à la réviser. Effectivement, vous l'avez déjà dit, mais le problème, M. Dogo, se pose à nouveau parce que leur problème, c'est que vous avez parlé de 20 juin pour que la liste définitive soit présentée, mais eux, ils se disent, mais ça aurait pu être plus tôt, il fallait commencer plus tôt, il fallait faire le traitement plus tôt, il fallait vraiment s'activer pour que tout soit fait, pour que ça se fasse avant. Mais ce que nous déroulons là est un chronogramme qui a fait l'objet d'une publication devant tous les partis politiques dans un espace situé en face de la CEI, le jour où nous présentons... Et tous étaient d'accord avec ça. Tous ont été informés que voici le processus, excusez-moi. Et c'est parce que nous n'allons pas faire de révision avant l'élection du président de la République que nous prenons maintenant, en octobre, des jeunes gens qui ont 17 ans, 9 mois, 17 ans, 10 mois, 17 ans, 11 mois, parce qu'au moment de l'affichage, ces jeunes gens auront 18 ans, conformément à la loi électorale qui dit
pour être inscrit, il faut avoir 18 ans révolus. Jamais en Côte d'Ivoire, M. Hamza, on a pris quelqu'un qui n'a pas 18 ans au moment de l'enrôlement. Vous nous confirmez Donc, ici? nous avons fait la projection et nous avons fait toute la campagne en disant il faut être né avant le 1er mars 2007. C'est-à-dire au moment où nous affichons un électorat provisoire, tu as 18 ans. Et c'est sur la base de ça que nos partenaires politiques, qui sont les partis politiques et les OSC, sont allés sensibiliser les Ivoiriens partout, y compris nous-mêmes. C'est pour ça que nous ne comprenons pas pourquoi on nous dit oui, mais vous aurez dit non. C'est un calendrier qui a été présenté. Et qu'ils ont reçu tous. Et que nous sommes en train d'exécuter et qui est conforme. Est-ce qu'ils ont reçu tous ce calendrier? Vous le confirmez? Ils ont tous été informés publiquement au cours d'une séance publique. La seule difficulté, c'est ce que vous avez indiqué. Ils ont parrainé la confection, quelquefois, de certaines pièces. Et aujourd'hui, ils ont certains sympathisants, parce que ce n'est pas forcément des militants. Un militant, il a forcément sa pièce. Et certains sympathisants pour lesquels ils pensent qu'il y a quelques intentions de vote pour eux ne sont pas inscrits. Donc c'est pour ceux-là qu'ils viennent en disant bon, mais est-ce que vous ne pouvez pas revoir pour ouvrir pour ceux-là? Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous allez à l'entrée en 6e, votre enfant passe l'entrée en 6e, ou il passe le BPC, ou il passe le bac, qui sont des examens à grand tirage, le ministère vous dit de déposer l'extrait de naissance avant les congés de Noël. Quand vous venez en janvier ou en février avec votre extrait de naissance, l'enfant a fait le CM2, il ne passera pas la 36e. Il est en 3e, il ne passera pas le BPC. Il est en terminale, il ne passera pas le bac. Parce que il y a des activités qui se font en aval, des traitements importants pour que l'enfant puisse présenter l'examen le jour J. C'est exactement la même image. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Monsieur le Vice-président, que la CEI, l'organe électoral, est représentative de toutes les sensibilités politiques? Mais il n'y a pas meilleur organe en Côte d'Ivoire qui prend en compte toutes les sensibilités politiques. Pourquoi? La commission électorale est toujours le résultat de la loi et des accords politiques. Quand cette commission a été créée en 2019, il y avait des grandes organisations de la société civile qui, comme aujourd'hui, demandaient la dissolution de la commission électorale et tout quanti. Le gouvernement, à l'époque, avait fait droit à leurs requêtes. Avant la fin du mandat de cette commission électorale, une nouvelle commission avait été installée. Et le nombre de structures de la société civile a été augmenté. Les partis politiques avaient été réduits. Aujourd'hui, la commission électorale à sa composition comporte 18 membres. 18 membres, 18 membres, commission centrale. Avec une forte, selon l'opposition, une forte représentation. 5 représentants des partis politiques de l'opposition. 4 personnalités, même pas représentants, 4 personnalités proposées par les partis politiques de l'opposition. 5 personnalités proposées par les partis politiques de l'opposition. 4 par le parti politique au pouvoir. Et puis, il y a une personnalité proposée par le président de la République, l'autre par le Conseil supérieur de la magistrature, et le reste des personnalités, 7, ce sont des personnalités des organisations indépendantes de la société civile. D'accord. Des organisations indépendantes de la société civile. Selon ce que vous dites... Le problème n'est peut-être pas la composition, c'est peut-être le... Mais si, pour eux, c'est un problème, parce qu'ils disent qu'ils estiment que vous êtes trop favorable au pouvoir en place, il y a une forte présence de représentants du gouvernement et du RHDP dans votre fonctionnement. Non, il y a 4 personnalités proposées par le RHDP et 5 personnalités proposées par les partis et groupements de l'opposition. Le gouvernement... Le gouvernement, en tant que gouvernement, seul le ministre de l'Intérieur a proposé une personnalité. Et comme le RHDP est le parti au pouvoir, donc tout ça mis ensemble, la forte représentation... Non, ça devient... Si vous faites ce calcul arithmétique... C'est ce calcul qu'ils font. Si vous faites ce calcul arithmétique, ça fait 5-5. Alors, vous allez 4 de RHDP. Si je vous suis dans votre calcul en disant que le représentant du parti au pouvoir, c'est le président du gouvernement, on peut le mettre dans le parti au pouvoir, ça ferait 5 personnalités proposées par le parti politique au pouvoir et 5 par l'opposition. Et puis le reste, il y a les 7 de la société civile, et puis il y a le Conseil supérieur de la magistrature, et il y a le président de la République. Mais ce n'est pas ça le problème. Il faut peut-être voir les commissions locales. Là-bas aussi, c'est 5 représentants des partis politiques de l'opposition,
4 personnalités proposées par les partis politiques au pouvoir et puis une personnalité proposée par le préfet ou le sous-préfet. Vous voyez. Donc il n'y a pas de dépendance de la commission électorale. Nous sommes totalement indépendants. Nous sommes totalement indépendants. En tout cas, eux demandent une réforme en profondeur de la CEI. Oui, généralement, les partis politiques le demandent toujours à la veille des élections. Réforme en profondeur. Et généralement, quand ils font la réforme, elle porte sur la composition. Alors que la loi qui crée la CEI parle de loi portant création, organisation et fonctionnement. Et peut-être il faut peut-être mener la réflexion un peu plus loin. Et parce que vous allez mettre, je l'ai dit, je dis n'importe quoi, hein, Jésus avec la Bible, Mahomet, le prophète avec le Coran. Quand ils vont entrer à la commission, ce n'est pas la Bible et le Coran qui vont exécuter, c'est la loi électorale, c'est la constitution ivoirienne, c'est les textes. Et quand vous rentrez à la commission et que vous êtes collé au texte, vous devenez anti-griffe, l'ennemi ou l'adversaire de celui qui vous a proposé. Parce que quand il vous propose... C'est votre cas? C'est-à-dire... Est-ce que c'est votre cas? Vous êtes représentant d'un parti politique? Je suis proposé par un groupement politique. D'accord. Voilà. Mais je le dis, j'ai dit quand vous y êtes, le parti politique, et c'est normal, un militant politique, c'est quelqu'un qui obéit. Or, lorsque vous êtes à la commission électorale, la loi vous fait obligation de prêter serment, donc le lien ombilical est rompu avec votre mandat. D'accord. Et vous respectez les textes. Vous ne respectez pas, sinon vous devenez une marionnette. Est-ce que vous comprenez? D'accord. En 30 secondes, M. Dogou, vice-président, vous allez nous dire quelle garantie vous, CEI, vous donnez aux Ivoiriens pour assurer un scrutin crédible, un scrutin vraiment transparent. Merci beaucoup, M. Hamza. Sans contestation. Oui, mais la loi qui crée la commission électorale et la loi qui crée le code électoral donnent aux Ivoiriens la possibilité de contester. Mais en même temps, garantit toutes les étapes de l'organisation du scrutin. Là, nous sommes en train de faire le contentieux électoral. Une fois que le contentieux va finir, je vous ai indiqué, nous allons partager les cartes d'électeurs. Et après, les Ivoiriens seront invités à se rendre dans les urnes. Et la loi indique que chaque candidat reçoit, après le dépouillement, à travers son représentant, un procès verbal autocarboné. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire le même procès verbal qu'on remet à la commission électorale pour proclamer le résultat, on remet le même procès verbal au représentant de chaque candidat. Pour que lui il puisse faire lui-même sa consolidation au niveau de sa base, et ces représentants sont conviés au siège de la commission électorale ou au lieu qui aura été indiqué. Sur un tableau, on projette les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et chaque représentant de candidat a la possibilité de regarder le procès verbal pour voir la conformité entre ce qui est projeté et ce qui lui a été remis. Et en même temps, tout électeur déjà qui a voté dans un bureau de vote, le résultat, M. Hamza, est affiché sur la porte du bureau de vote. Donc vous avez le résultat qui est affiché sur la porte du bureau de vote pour que l'électeur qui a voté là puisse savoir quel a été le résultat qu'on a donné. Le représentant du candidat a son procès verbal et tout ça dans un lieu public est projeté. Donc si, par extraordinaire, M. Hamza, en termes de crédibilité, la commission électorale locale qui projette le résultat d'une localité disait M. Hamza 10 voix, alors que M. Hamza, son représentant, montre que M. Hamza a 40 voix, on demande aux représentants présents de chaque candidat quel est le nombre de voix obtenues par chaque candidat avant de le valider. Si le nombre de voix des 3 représentants des candidats, c'est 40 pour M. Hamza, 40 pour M. Hamza, 40 pour M. Hamza, selon les 3 représentants des candidats, et que la commission électorale dit 10 pour M. Hamza, le procès verbal de la commission électorale est mis de côté, et c'est le procès verbal conforme des représentants des candidats qui est pris en compte comme résultat. Pour éviter que on nous suspecte ou on nous soupçonne d'avoir changé le résultat. Donc c'est pour ça que nous demandons aux candidats, formez vos représentants, exigez les procès verbaux et soyez présents au lieu de consolidation des résultats pour que à chaque étape de consolidation de chaque résultat, de chaque bureau de vote, vous puissiez à travers vos représentants valider le résultat du bureau de vote. Il n'y a pas un résultat que nous prenons en compte qui ne soit pas projeté à l'écran en présence des représentants des candidats ayant les procès verbaux des bureaux de vote où ils ont représenté les candidats. Donc, la garantie, c'est ça que la loi nous offre. C'est pour ça que nous sommes à l'aise en disant
n'ayez pas peur, allez contrôler votre inscription, vous aurez vos cartes d'électeurs et le jour du scrutin, allez voter. Le résultat qui sera proclamé sera conforme à la volonté exprimée par le peuple ivoirien. La CEI n'a pas la possibilité de changer leurs résultats. Et même si par extraordinaire on le changeait, vous pouvez saisir le juge constitutionnel. Ce sont des garanties. D'accord, merci M. Dogo. Rappelez-nous déjà la date de collecte des parrains. Alors les parrains, nous n'avons pas encore proposé au gouvernement. Et le système, expliquez-nous déjà le système de parrainage. Les modalités, parce que beaucoup font la confusion. C'est la loi qui institue le parrainage. Que chaque candidat à l'élection, chaque candidat à l'élection du président de la République doit collecter dans la moitié des régions et districts du pays 1% des électeurs. Et la commission électorale propose au gouvernement les modalités de collecte des parrains. Et c'est pour ça que les partis ont dit, donnez-nous une liste définitive. Et donc, nous allons proposer au gouvernement les modalités de collecte des parrains, c'est-à-dire nous voulons même le faire de manière électronique parce qu'on a vu que la dernière fois, beaucoup de personnes ne savaient même pas qu'ils ont accordé les parrainages. Plusieurs doubles parrainages ont été détectés au moment du traitement et beaucoup de candidats se sont retrouvés éliminés parce que dès que vous avez accordé votre parrainage à un candidat pour une région et que le candidat a déposé son dossier, si on retrouve votre nom comme autre parrain, automatiquement, le dossier est éliminé pour le deuxième. Le premier est conservé. Mais il se peut que le deuxième qui est éliminé, vous lui avez donné votre parrainage en première position, sauf qu'il n'a pas déposé son dossier en première position. Donc on a fait aussi le bilan de ça. Et sur ça aussi, on a eu des propositions des partis politiques qui nous ont dit donnez une liste définitive et donnez-nous suffisamment 3 mois pour collecter les parrains. Et on n'a pas pu attendre ces 3 mois, peut-être qu'on sera à 2 mois et demi ou 2 mois. Donc nous sommes vraiment en phase avec nos partenaires politiques. C'est vrai que certains ont des pesanteurs actuellement, mais nous n'avons pas de dualité. Nous sommes là pour eux. Certains... Donc vous êtes ouvert au dialogue. Mais oui, mais puisque nous sommes là, les partis et groupements politiques, M. Hamza, concourent selon la constitution ivoirienne à l'expression des suffrages. Et nous organisons les suffrages pour que les partis et les candidats puissent venir collecter les suffrages des Ivoiriens. Donc rien ne nous oppose aux politiques, sauf qu'ils ont des pesanteurs actuellement qui souhaiteraient que la CEI revoie. Malheureusement, la CEI a un chronogramme qui correspond à ce qu'elle a présenté aux partis politiques et nous voulons le respecter pour respecter les délais légaux et constitutionnels d'organisation des élections. Et en même temps, il faut pouvoir taire les tensions parce qu'on veut des élections apaisées. Bien sûr. Non, les élections seront apaisées. D'accord, vous nous le dites. Bien sûr. Merci. Monsieur Alain Dogo, merci encore pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes 2e vice-président de la commission électorale indépendante. Merci, chers téléspectateurs. La liste électorale est un élément clé du processus électoral et son traitement dans les prochaines semaines sera scruté de près. Nous resterons attentifs aux évolutions du contentieux et aux décisions de la CEI. Affaire à suivre.